Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors, on commence un peu tard, mais c'est normal. Madame Hidalgo nous en veut. Elle sait qu'on passe tous les jours à 18h30. Elle fait venir les invités en retard avec tous ces travaux là, à la porte de Saint-Cloud et puis partout dans Paris. Mais bon, c'est pas grave. Là, le but, c'est de parler d'Union européenne, de liste des Unions européennes, du programme, surtout du programme, parce qu'on parle peu de ces élections européennes. Et pour ça, je reçois Georges Kuzmanovic. Je suis d'ailleurs très content parce que rappelez-vous, vous devez vous recevoir il y a longtemps, mais on avait eu des soucis. Et là, enfin, vous êtes là. D'ailleurs, comment allez-vous, cher Georges ? Je me détends un tout petit peu, j'en veux beaucoup à Anne Hidalgo, je m'excuse auprès de tous. Là, vous n'êtes pas détendu, là, j'imagine. Ça se calme, ça y est. Bon, bah c'est bon. Calmez-vous, mais c'est pas grave. Mais c'est la vie. Là, il y a pas loin d'ici, il y a la 13 qui est fermée, parce que elle est fermée depuis très longtemps, car l'entrée sur Paris est effondrée parce qu'on a bradé pour une certaine oligarchie française les autoroutes qui ont été construites avec les deniers des Français, les impôts des Français. Ça a été bradé, c'était un hold-up général, et soi-disant qu'ils entretiennent, ils entretiennent pas très bien, visiblement sur la 13, qui fait une catastrophe pour tous ceux qui sont à l'est de Paris, plus ces travaux, qui sont pas seulement des travaux, mais c'est une manière d'emmerder, c'est le bon terme, il faut utiliser ce terme. Les banlieusards, comme moi, parce que les axes d'entrée sur Paris se réduisent, et c'est fait pour embêter très très fortement les franciliens, qui ne sont pas tous des bourgeois bohèmes, en trottinette. Et donc, ça y est, j'ai mis 45 minutes à arriver, et avant, c'est le car scolaire de ma fille qui était en retard parce qu'il était bloqué à l'entrée de Paris. Alors, voilà. Pardon, excusez-moi, mais on y est. Voilà. Les gens vous pardonnent. Ils vous aiment beaucoup en plus dans le chat, faut se le dire. Dites-moi, vous êtes le premier à avoir déposé la liste. Pourquoi justement cette liste aux européennes ? Alors, déjà, on est deux ici ce soir sur cette liste, avec Amélie Ismaili, journaliste. La superbe Amélie Ismaili. Merci. Et nous sommes 81, comme il se doit. Il faut 41 hommes, 40 femmes, ou 41 femmes, 40 hommes. On a souhaité l'ouverture du dépôt des listes, c'était le 6 mai, lundi dernier. Et on a souhaité déposer le jour même, comme les grands partis, même si on n'est pas un grand parti, pour montrer que des citoyens qui se mobilisent, qui ne sont pas des professionnels de la politique, et ça c'est la caractéristique de cette liste, parce que souvent quand on dit liste citoyenne, on pense que c'est des guignols pas sérieux. Tout le monde est très très sérieux, tout le monde travaille sur cette liste, tout le monde a de l'expérience, et contrairement justement aux politiciens professionnels, je pense à Gabriel Attal, jamais travaillé, même son diplôme à Bac+5 à Sciences Po, il a fallu l'aide de maman pour l'obtenir, comme le premier poste d'assistant parlementaire, et puis il n'a été que dans les ministères. De l'autre côté, Jordan Bardella, je crois qu'il n'a fait que travailler et se marier avec les Le Pen. Monsieur Ciotti, il a commencé comme assistant parlementaire. Bref, et puis beaucoup de gens n'ont pas d'enfants, et donc on a une déconnexion complète de l'expérience quotidiennement vécue par les Français. Et nous, on a une liste où, moi je suis analyste géopolitique, j'ai été enseignant à l'université, j'ai été humanitaire au Rwanda, en République démocratique du Congo, en France avec les sans-abri. Je suis ancien combattant, comme Joachim Murat, qui est le numéro 3 sur la liste, qui a lui 26 ans d'expérience dans l'industrie de défense en France. La deuxième de liste, c'est la très connue, je pense que vous la connaissez ici, Nadia Remadna, la Brigade des Mers, celle qui, depuis la guerre en Syrie, lutte contre la radicalisation des jeunes dans les quartiers, aux grandes dames de certains qui se croient à gauche. Et Philippe Grégoire, après en 5e, qui est coprésident du SAMU social agricole. C'est un vrai éleveur de vaches à côté d'Angers, vaches laitières, et qui en plus s'occupe avec d'autres agriculteurs, on en a 3 sur la liste, et agricultrices, de faire en sorte que les agriculteurs ne finissent pas pendus au bout d'une corde, comme il y en a 2 par jour. Voilà, et ainsi de suite. Amélie est journaliste, travaille, écrit. Bref, on a une gardienne d'immeubles. On a un prince, le prince. Donc c'est vraiment la France. Murat. Le prince Murat. Des ouvriers, des ambulanciers, des anciens militaires, des pompiers. C'est important ce que vous dites parce que en effet, nos élites n'ont pas travaillé. Elles ne vivent que de l'État. Nos PTP que par l'État.
Et donc, même, qu'est-ce qu'elles apportent, ces gens qu'est-ce que ces gens apportent? Et même, j'allais vous dire, certains, peut-être qu'on en parlera, nous font Bien des sûr, reproches ça, on va en parler. par rapport aux Patriotes et à l'UPR, mais les Patriotes et l'UPR ont des listes principalement constituées de militants. Il y a très peu d'ouverture, et aussi bien M. Philippot que M. Asselineau sont des énarques qui ne prennent aucun risque. Tous ceux qui sont ici, les citoyens, quand on fait de la politique et qu'on n'est pas aux fonctionnaires, bah, on prend des risques. Moi, j'ai perdu mon travail. Vous avez perdu votre travail? Oui, il y a longtemps, il y a 2 ans déjà. J'étais à Ubisoft Ah oui? au moment des présidentielles. Le prince Joachim Murat, lui risque, là maintenant, il est menacé de perdre son travail. Pour un agriculteur qui dénonce les accointances entre la FNSEA et l'oligarchie agroalimentaire mondiale, bah, c'est pas simple pour écouler ses productions. Tout de suite, c'est des barrages. Alors que je ne critique pas nécessairement ce que font ces gens-là, mais bon, M. Asselineau est à la retraite, il était haut fonctionnaire, et M. Philippot, si jamais tout s'arrête, et plus rien, il ne peut plus faire de politique, bah, il va toquer à la porte du Conseil. Il a fait l'ENA, un grand corps d'État, et il sera embauché à 7 000, 9 000, 10 000 euros par mois. Bon, eh ben, c'est une spécificité de notre liste, et je tiens à la souligner. Donc il n'y a pas d'énarque. Zéro énarque. La liste zéro énarque. Non, mais zéro énarque. Ouais, c'est pas mal déjà. Donc, on va revenir sur tout ça, mais avant ça, je vais présenter quand même le plateau qui est autour de vous. Amélie Ismaili, la magnifique Amélie qui est là, ici présente, journaliste, elle écrit, elle a révélé le fonds Marianne. J'ai pas révélé le fonds Marianne, c'est pas moi qui ai révélé le fonds Marianne. D'ailleurs, la personne qui a révélé le fonds Marianne est un journaliste qui est décédé, faut savoir, puisque c'était un grand journaliste du média Marianne en 2022. Mais bon, ça, ce n'est pas le sujet, évidemment. Non, je suis très contente d'être là parce que j'ai pas eu l'occasion aussi d'annoncer publiquement que j'étais sur la liste de Nous le Peuple. Je l'ai fait notamment parce que, comme il l'a très bien expliqué, c'est une liste citoyenne. Moi, je ne cherchais pas à rejoindre un parti politique. Je tiens vraiment, et ça, ils le savent très bien, je tiens vraiment à mon indépendance là-dessus. Mais en même temps, voilà, j'ai rencontré Georges Kuzmanovic aussi à l'occasion des rencontres, rencontres souverainistes. Je crois que c'était bon. De la souveraineté, merci. À Nîmes, d'où je suis, dont je suis originaire. Et ce que j'ai beaucoup aimé, surtout le discours de Georges Kuzmanovic à la fin de cette rencontre, parce que c'était un vrai discours de quelque chose qui manque beaucoup, c'est-à-dire un discours de gauche, je pense, en tout cas de la vraie gauche, que je considère être encore la vraie gauche. Et je considère, moi, aujourd'hui, que on manque beaucoup de la gauche souverainiste, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même comprendre que, pour moi, dans mon analyse, on ne peut pas être pour l'Union européenne et de gauche, je le dis ouvertement, en tout cas pas dans l'état des traités. Et voilà. Non, aucun sens. Oui, voilà, ça n'a strictement aucun sens. J'aime beaucoup. Donc c'est une liste Frexit ou pas? Alors d'abord, je remercie Amélie d'avoir dit ce qu'elle a dit, parce que moi, je suis président, en dehors de cette liste Nous le Peuple, je suis président de République Souveraine, qui est un parti républicain de gauche. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est néo-chevènementiste. C'est-à-dire qu'on est pour la défense de la souveraineté nationale, de la souveraineté populaire, c'est-à-dire la démocratie, le respect de la Ve République, pas celle qu'ils ont modifiée et coupée dans tous les sens, mais l'originelle. On est attaché à des questions de sécurité, d'immigration. C'est pas des choses qui nous font peur, comme ça fait peur à certains à gauche. On n'est pas du tout wokiste. Et puis, mais on est de gauche pour ce que c'est authentiquement la gauche. C'est-à-dire le dernier de cordée. Il faut qu'il ait accès à un travail et que ce travail soit rémunéré dignement pour en faire vivre sa famille. Il faut avoir accès à une école républicaine qui fonctionne et qui permet l'éducation et éventuellement la promotion sociale et l'hôpital public. Donc ça, c'est... Mais sur la liste Nous le Peuple, il y a des gens comme Amélie, qui ne sont pas dans un parti. Et puis il y a des gens qui sont carrément plutôt de droite, des gaullistes sociaux, parce qu'il y a l'appel au peuple. Il y a un membre du bureau de Génération Frexit. Il y a des gens comme Nadia Remana, qui est dans aucun parti. Elle est présidente de l'association qu'on peut juger politique, mais en tout cas d'action concrète civique, la Brigade des maires, et ainsi de suite. Donc contrairement à d'autres, on fait l'effort, et Amélie a parlé des rencontres de la souveraineté, qu'on a co-organisées avec Oser la France de Julien Aubert,
qui est vice-président LR, et on avait de Nicolas Dupont-Aignan à Charlotte Girard, ex-responsable du programme de la France Insoumise, François Coq, ex-secrétaire général du Parti de gauche, à l'époque de Mélenchon où il ne s'était pas perdu, et Marie-Françoise Bechtel, lieutenant de chevènement, Henri Guénaud, Charles-Henri Gallois, enfin tout un tas de gens. On va revenir à ça. Donc, on est très, très attachés à représenter la France parce que ce qui nous unit, c'est l'esprit Conseil national de la résistance, CNR, mais vraiment tel qu'il était, et trouver ce qu'on a en commun. Et ce qu'on a en commun, avant d'arriver au Frexit, c'est que nous sommes radicalement et absolument opposés à Emmanuel Macron et ce qu'il représente. C'est-à-dire que lui, il a réussi à faire l'union des gens de gauche et de droite qui sont plutôt atlantistes que pour l'indépendance de la France d'un point de vue gaulien. Nous, on est pour l'indépendance de la France d'un point de vue gaulien. La France, c'est une nation, c'est une puissance. D'abord, voilà, on considère que c'est une puissance, c'est pas une nation moyenne. Deux, ce sont des européistes et des mondialistes. Nous, on préfère la nation et les citoyens français. Ça ne veut pas dire qu'on déteste les autres, mais d'abord la nation française. Trois, ce sont des gens qui sont pour la privatisation de tout. Et c'est pour ça qu'Amélie disait on ne peut pas être de gauche et être pour l'Union européenne. Ça n'a aucun sens, puisque c'est une immense machine à privatiser tout et à écraser les citoyens. Donc nous, on est pour le bien commun. Et puis, on est pour un certain rapport, on est pour la laïcité, ce qui nous distingue aussi d'autres partis souverainistes. On est très républicains, très laïques. Et eux, ce sont plutôt des gens qui sont orientés vers le communautarisme anglo-saxon. Donc voilà, on est radicalement opposés à ce que représentent ces gens. Et quant au Frexit, on n'en fait pas une lubie. Le Frexit n'est pas un objectif en soi, on ne peut pas avoir un objectif. Le Frexit, c'est un moyen juridico-politique d'avancer et de réaliser des objectifs. Nous, on a des objectifs. Le Frexit, c'est un moyen parmi une palette de tout un tas d'autres moyens. Et c'est peut-être pas même le plus intéressant, puisque nous, moi, en tout cas personnellement, je suis plutôt intéressé à la destruction et à la disparition de cette organisation européenne telle qu'elle est, et pas juste d'être tout seul face à 26 ennemis. On va en parler, on va voir ce que c'est exactement. Je vais présenter nos deux amis qui sont en face de vous. Lara Stam, éditorialiste de Radio Courtoisie. T'as vu ce qu'on t'a fait pour toi? Ah oui, magnifique. Merci beaucoup, la technique. Voilà, regarde. Donc je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Toi aussi, tu es souverainiste, mais un peu plus de droite. Alors oui, mais cette notion de droite, pour moi, c'est justement l'attachement à la France. Et c'est quand même assez étrange que venant originaires des pays de l'Est, voilà, où on tient tellement à ce que la France reste la France. J'ai assisté à ce que maintenant on m'appelle... En fait, mon nom de civil, c'est Georges Kuzmanovic. Oui. Et donc j'ai fait Georges Kuzmanovic, et puis maintenant j'ai rajouté le nom de ma mère, Renard Kuzmanovic, parce qu'en fait, j'ai toujours un petit ras-le-bol du fait que de ne pas vraiment considéré comme français ou venant d'ailleurs. Renard, c'est mon grand-père est décoré durant la Deuxième Guerre mondiale. Mon arrière-grand-père, alors une batterie de décoration avec croix de guerre, avec palmes et Verdun et compagnie. Et comme ça, jusqu'à le plus vieux qu'on ait trouvé, c'est un sergent-major qui est mort à une des guerres napoléoniennes. On a pu en discuter avec Joachim Murat. Donc, non, on est très ancré en France, du côté de ma mère, la Lorraine. Et puis la France est ce pays assez extraordinaire qui, par l'assimilation, fait que des gens qui sont nés n'importe où, s'ils acceptent les valeurs de la République, de la France, ils font le français. Parce que être français, c'est pas une couleur de peau pour moi. C'est une couleur de cœur, c'est une couleur de langue, c'est une couleur de culture, une couleur d'histoire. Et même si on a ou pas un attachement ethnique, et c'est ça tout le sens de l'article 1 de la Constitution française. On parle tous là pour nous. Moi, mon nom de famille également n'est pas ni français ni européen. Elle est russe, hein, excusez-la. Non, mais c'est arménienne. Il est ni français ni européen, puisqu'il est d'origine marocaine. Et j'en suis très fière. Et d'ailleurs, mon père, justement, je m'appelle Amélie aussi parce que il y a cet attachement. Il y a aussi cette partie de la France qu'on entend très peu, qui sont des Français, qui sont des Français de nationalité française d'origine immigrée et d'origine souvent du Moyen-Orient, qui sont très fiers d'être français dans le sens où ils sont très heureux d'avoir amené leur enfant en France, d'avoir grandi en fait. C'était une très belle chose la France. Et ce discours-là, j'ai l'impression qu'on l'entend plus vers la nouvelle génération aujourd'hui. Aujourd'hui, on a toute une nouvelle génération qui n'a plus du tout, on a mis beaucoup d'idées dans cette tête,
qu'il n'y a plus aucune fierté à être français, alors qu'il faut quand même rappeler que beaucoup de gens qui sont venus aussi en France, parce qu'ils étaient amoureux de la France aussi. Et moi, je viens de cette génération-là. Et il faut surtout, vraiment... ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la France n'avait pas besoin de nous. Moi, j'ai toujours inculqué ça à mes enfants. C'est nous qui avons choisi la France. Exactement. Donc, c'est à nous de montrer pourquoi on l'a choisi. C'est à nous de lui être utile et, quelque part, de la servir. Et cet attachement-là, je pense qu'il est primordial. Et aujourd'hui, on a les droits, en fait. On a tout un tas de droits. Mais on a oublié les devoirs. Les devoirs, ça vient de là, en fait. Pourquoi Et puis plus profondément, ce que disait Amélie, il y a aussi un vrai problème qui c'est tragique, comme certaines choses en ce moment viennent de la gauche, une gauche influencée par la gauche américaine, c'est d'avoir réintroduit le concept de race, d'ethnie dans le débat politique, alors que la gauche a lutté pendant 150 ans pour le dégager. Donc bon, c'est une catastrophe. Qui génère plus de racisme. Je voulais juste présenter notre dernier intervenant, sinon on le fera jamais. Hein. Nicolas Stocker de Radio, patron d'émission à Radio Courtoisie. Salut cher Nicolas, éditorialiste aussi. Salut Mike. T'as un bel édito, encore 7-8 pages. Mais non, ça sera probablement le plus court que j'ai vu énoncé sur... Ça s'appellera la guerre pour tous. Bon, on a eu la manif pour tous en 2013 et aujourd'hui mariage pour tous. On a la guerre pour tous. Je vais rebondir sur ce qu'il dit. La guerre pour tous, j'imagine que... Parce qu'on nous a expliqué que l'Union européenne, c'était la paix. Ce n'est plus la paix. C'est pas moi qui ai expliqué ça. Non. On nous explique. On nous a expliqué, c'est-à-dire c'est comme ça que ça a été vendu. la famille politique des monnaies et compagnie. Les UDF, tout ça, tous ces gens-là nous disent « Ah, mais c'est la paix, tout ça. En réalité, l'Union européenne, enfin l'Europe, telle qu'elle est, ce n'est pas la paix. Est-ce qu'on rentre vers la guerre? Ou est-ce qu'on est déjà en guerre? Déjà, c'était une fraude intellectuelle. La paix était due au fait que deux blocs, comme tout le monde le sait très bien, l'URSS avec le pacte de Varsovie, et les États-Unis avec l'OTAN, et que chacun se menaçait avec des milliers d'armes de tête nucléaire. Donc, bon, de toute façon, tout conflit, en particulier en Europe, était gelé malgré les tensions qu'on a pu avoir avec les missiles Pershing dans les années 80, la crise des missiles de Cuba et de Turquie. Bon, mais là, l'Europe n'y est pas pour grand-chose. D'ailleurs, la France a sa propre défense nucléaire, donc bon, on est sanctuarisé. Pour le moment. Oui, c'est vrai, pour le moment. Le bouton va être passé à von der Leyen, alors là, il faut qu'on aille changer vite de continent, parce que... Je plaisante. Première cible. Voilà. Non, déjà... alors moi, je suis né dans un pays qui n'existe plus, qui s'appelle la Yougoslavie, même si ma mère est française. Je suis né à Belgrade, et Belgrade a été... la ville a été bombardée en 99 par l'OTAN. Ça nous a beaucoup affecté. Et avant, le pays a été disloqué. Il y a eu pas mal d'ingérences étrangères, en particulier de l'Allemagne, qui s'est empressée de reconnaître la Slovénie, la Croatie, qui est tout à fait ravie de reconquérir, au moins diplomatiquement et économiquement, des zones qu'elle avait perdues. Et donc, dans cette vieille logique géopolitique allemande qu'eux ont réalisée, qui s'appelle la Mitteleuropa, et qui est quelque chose qui est assez mal connu, et qui doit être... je l'introduis parce que c'est vraiment important par rapport au Frexit. Aujourd'hui, s'il y a un groupe de pays, malgré les gros problèmes qu'ils ont par rapport au gaz, parce que bon, ils sont tombés dans une impasse avec cette histoire, les Allemands, mais ils ont réalisé le plan géopolitique et économique de Bismarck, de la Mitteleuropa, à savoir l'intégration géopolitique et économique de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est autour d'un dominion germanique. Et eux ont beaucoup plus en capacité de sortir, qu'ils ont beaucoup plus de moyens de sortie que nous. Je parle de moyens techniques, je ne parle pas des moyens administratifs, bureaucratiques, des articles 50 et tout ça est très sympathique, mais à la fin de la journée, il faut savoir où sont produites les choses, qu'est-ce qu'on mange, et ainsi de suite. Et de ce point de vue-là, ils sont un peu mieux armés que nous. Et donc... voilà, donc il y a déjà eu la guerre en Europe, c'était il n'y a pas si longtemps, qui était la première guerre de justification de l'OTAN. Donc là, on en a une autre, dans laquelle, malheureusement, l'Union européenne, et spécifiquement l'Allemagne et la France, ont joué un rôle tragique. Est-ce que c'est l'Union européenne ou c'est les pays indépendamment de l'Europe qui ont justement joué cette guerre? C'est-à-dire que, est-ce que c'est dû à des décisions de l'Union européenne
qu'il y ait eu le Kosovo, la Yougoslavie et maintenant... Non, c'est plutôt dû à des ingérences allemandes ou des choix d'inféodation otaniens de la France sous François Hollande et un peu avant sous Sarkozy. C'est les principales responsabilités. Même si maintenant, on voit que l'Union européenne est largement en roue libre. De toute façon, ils veulent fédéraliser. Donc, je pense que c'est un sujet qu'il faudra qu'on aborde. Ils veulent fédéraliser l'Union européenne. C'est un processus à bas bruit, mais accéléré. Et on voit bien le comportement de Mme von der Leyen. Elle est hors institution. Elle se déplace dans l'Union européenne et hors de l'Union européenne comme si c'était présidente, alors qu'elle n'est que responsable en chef des fonctionnaires de Bruxelles. Et donc, c'est ses déplacements à Kiev, ses déplacements en Chine, c'est des propos qu'elle tient, ou quand elle dit un soutien inconditionnel à Israël, ou inconditionnel, elle peut soutenir Israël, mais inconditionnel, c'est extrêmement dangereux. Personne ne parle d'inconditionnalité en géopolitique, surtout quand on est sérieux. Et donc, elle veut jouer un rôle, et elle joue un rôle, et on lui laisse jouer un rôle. Donc là, maintenant, l'Union européenne, elle-même, a un rôle relativement non secondaire dans ce qui se passe en Ukraine. Mais est-ce que vous pensez, justement, parce que pour revenir au fédéralisme, parce que ça c'est important, est-ce que vous pensez que le prochain mandat von der Leyen ou une autre, c'est justement le mandat qui va imposer le fédéralisme aux nations? Ben oui, alors, je parle beaucoup, je vais essayer d'être rapide, parce que ça, c'est un truc que les Français ne savent pas. Je sais pas justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Ceux qui regardent, vraiment, il faut aller voter, là. Alors, plutôt pour nous, le peuple, mais est-ce que c'est peut-être on a les derniers moments de démocratie réelle. En novembre 2023, le Parlement européen a voté une résolution demandant à ce qu'il n'y ait plus le droit de veto. Pas que ce soit la fin du vote à unanimité au Conseil européen, qui est censé être le gouvernement de l'Europe, enfin de l'Union européenne, pardon, et l'extension des pouvoirs de la Commission européenne sur les questions de défense, de sécurité et d'affaires étrangères. C'est-à-dire le régalien du régalien. Et on le sait encore moins, mais le 29 novembre 2023, vérifiable par chacun, c'est la résolution numéro 1357 à l'Assemblée nationale qui est votée et qui entérine la résolution du Parlement européen. Alors les spécialistes constitutionnalistes vous diront « Oh, mais ce ne sont que des résolutions ». Mais bon, de résolution en résolution, ça s'appelle la politique des petits pas. Et puis un jour, on se réveillera, on dira en 2026 ou 2027, regardez, il y a eu des résolutions dans tous les parlements. Les parlements sont la représentation du peuple. D'ailleurs, nous avons fait une grande consultation démocratique. Je ne plaisante pas. J'ai lu ça le 20 décembre 2023 sur le site de l'UE. J'ai appris, et je vous l'apprends à tous, il y a eu l'année dernière le plus grand moment démocratique qu'ait jamais connu l'Union européenne. Comment ça, je ne comprends pas? C'est ce qu'ils écrivent. Alors bon, moi je dis, j'ai loupé une année, j'ai eu un coma éthylique pendant un an, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc, non, le 20 décembre, ils ont écrit ce clos, sur le site de l'Union européenne, c'est clos ce cycle diplomatique, démocratique. Eh bien, en fait, ils ont fait des panels citoyens. Qu'est-ce que c'est un panel? C'est ce que fait Emmanuel Macron. Il réunit 150. En fait, c'est constamment, constamment une arnaque intellectuelle. Il y a le jour c'était il n'y a pas longtemps la fête de l'Europe, comme on disait. J'ai partagé sur mon compte Twitter un de ces grands discours de Philippe Séguin de 1992, qui avait à l'Assemblée nationale, qui était justement contre le traité de Maastricht à ce moment-là, et qui avait vraiment démontrer de A à Z ce qu'allait être l'Union européenne, c'est-à-dire vraiment un projet de fédéralisme européen. Et il a parlé ouvertement à l'époque de conspiration du silence. Et il parle non seulement de conspiration du silence, mais aussi de terrorisme intellectuel, ce sont ses mots, pour dire qu'on a on blacklist complètement, enfin en tout cas on censure totalement la vraie question autour de l'Union européenne, c'est-à-dire l'enterrement de la souveraineté nationale. Et l'enterrement de la souveraineté nationale, en fait, c'est petit à petit la fin de la démocratie aussi, c'est-à-dire la fin de moins en moins de droits, non seulement de droits de vote, mais surtout de moins en moins de droits à l'égard du peuple. Mais donc du coup l'Union européenne dit que ces panels européens, elle a consulté les peuples, c'est ça. C'est pour ça que je parle d'une arnaque intellectuelle qui est constante, c'est-à-dire que toujours on va parler
de démocratie, de renfort. D'ailleurs, je crois que ce projet de fédéralisme, il parle de renforcer la démocratie. C'est toujours en fait autour de ces termes. On a parlé tout à l'heure du Media Freedom Act, dont j'aimerais bien parler à l'occasion. C'est soi-disant pour renforcer la liberté des médias. C'est tout le contraire quand on regarde les textes. C'est toujours ça en fait. L'Union européenne, au niveau de la communication, elle est toujours sans arrêt dans une inversion totale par rapport à la réalité des textes et par rapport aux effets des textes. Donc c'est ça qui fait qu'il y a vraiment une désinformation totale qui est structurelle autour de ça. C'est du Orwell dans le texte. Hein. Ils ont fait des consultations démocratiques et des référendums qui correspondent à l'article 3. Par quel biais? Par Internet, ils l'ont fait? Non, avant, je parle avant. D'accord. 2005, 2015 en Grèce, 2016 avec les Hollandais qui avaient rejeté l'accord de coopération avec l'Ukraine. Enfin bon, et à chaque fois, les peuples votent mal. Donc soit on les fait revoter comme on a fait en Irlande, soit, à part les Anglais qui ont respecté leur... Mais alors du coup, comment on fait? Parce que ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent plus poser de questions. Et c'est pour ça que Jean-Claude Juncker, qui était là assis au fauteuil de Mme von der Leyen avant, avait dit on ne peut pas avoir de démocratie contre le traité européen. Donc ils font des panels, puis ils font des résolutions dans les parlements européens. Alors les seuls qui ont voté contre, je tiens à préciser, c'est le Rassemblement national, la France insoumise et Nicolas Dupont-Aignan. Tous les autres ont voté pour la dissolution de la nation. LR compris. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'ils votent en continu au Parlement européen. Alors, si ça se passe comme ça, si ça se passe comme ça, envoyer des députés européens souverainistes, quel est l'intérêt du coup? Mais moi, je travaille, j'ai des enfants, je suis responsable d'un parti politique, on fait des élections, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, qui en France est au courant du 29 novembre 2003 Moi, je n'étais pas au courant. Si nous étions déjà députés, on pourrait. En fait, il faut jouer. Alerter. On est obligé de jouer avec les lois actuelles. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez passer dans les médias. Parce que l'ARCOM utilise une espèce de notion d'équité qui n'est que l'inverse total de l'équité, puisqu'en fait le but c'est de montrer que c'est toujours les mêmes personnes, et ce qui fait que tous les discours souverainistes sont complètement blacklistés des médias, et en grand particulier sur le service public. Mais quand vous êtes, au bout d'un moment, quand vous prenez un parti, et que si vous arrivez, par exemple, si on arrivait à 5% dans le cadre de la liste de nos peuples, voilà, vous êtes obligé de passer au bout d'un moment, on est obligé de vous accorder du temps de parole. Donc l'idée, en fait, c'est aussi de jouer avec ces petites lois qui existent, qui permettraient aussi de faire entendre ce discours qui n'est absolument pas visible, qui n'est pas écouté du tout dans les médias, et ce qui fait que la plupart des gens, moi, c'est tout bête, mais je parlais à ma mère qui croyait encore que les lois de l'Union européenne étaient votées par le Parlement, proposées par le Parlement de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'elle n'a pas conscience de comment fonctionne la Commission, etc. Donc tout ça, il y a une désinformation totale dessus et qui est totalement entretenue dans les médias. Donc il faut, en faisant un petit peu, en amenant en proposant des choses, il faut proposer concrètement de pouvoir passer dans les médias, d'être écouté, et pourquoi pas aussi d'avoir des députés au Parlement qui puissent être écoutés. Mais justement, expliquez-nous un peu la campagne actuelle, c'est-à-dire comment ça se passe? C'est quoi l'équité exacte sur cette campagne? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ne vous donne pas la parole? Est-ce que le fait que ces souverainistes, c'est un peu, ça sent le souffle pour ces médias mainstream? Ou est-ce qu'il y a une petite tambouille aussi, on va dire de la loi, qui a fait que on ne veut pas donner la parole aux souverainistes? Alors, c'est les deux. Bon, déjà, passons sur le terme souverainiste, mais ceux qui défendent la souveraineté, avant la crise de la Covid, c'était quelque chose qui était considéré comme de l'ordre, pas loin du fascisme. Oui, et puis le Covid est arrivé, et là, tout à coup, c'était panique à bord, on ne produit pas de médicaments, de masques, et même le président a mis du souveraineté partout. Je crois qu'il y a 3 ministres à qui on a rajouté souveraineté. La souveraineté européenne. Non, pas que, ils ont mis de la souveraineté... mais par contre, il est pour la souveraineté européenne, donc c'est une autre confusion, c'est-à-dire que c'est un oxymore, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté européenne tant qu'il n'y a pas de peuple... Pas de nation européenne. Pas de nation, il n'y a pas de peuple. Mais c'est évident. Il n'y a pas d'accord politique, il n'y a pas de langue commune, donc c'est factice. Comme le reste. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que Emmanuel Macron, à la suite de François Hollande, a fait des modifications du code électoral telles que ça devient... Enfin, c'est une entrave, point, à la démocratie. Donc pour les élections européennes, voilà, Emmanuel Macron, c'est la simplification. Paraît-il. Eh bien, le code électoral des européennes de 2019, c'était 78 pages. Là, c'est 160. Et 160 pages, ils n'ont pas mis des dessins à colorier, ils ont mis
des embêtements administratifs. Il vous faut des juristes, il vous faut des experts en finance, il faut vérifier plein de choses qui demandent énormément d'énergie, de travail, soit payer des gens. C'est un peu comme les agriculteurs. Ceux qui écoutent, ils savent très bien ce que c'est. Les aides à l'Union européenne, c'est facile, si vous avez une grande surface, vous pouvez payer toutes les personnes qui remplissent les bonnes cases parce qu'ils sont professionnels. Si c'est vous qui le faites, régulièrement vous trompez, et là, tac, vous perdez telle ou telle subvention européenne, et c'est la catastrophe pour l'exploitation. Et bien là, c'est un peu pareil. Et en plus de ça, c'est ce qu'a dit Amélie, avant on avait une égalité. C'est-à-dire que une campagne, quelle que soit, durait un certain temps, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et pendant ce temps-là, c'était l'égalité de temps de parole. Donc le parti le plus important au Parlement français avait le même temps de parole sur les médias publics que Madame la candidate de Lutte ouvrière. Bon. Maintenant, c'est l'équité. C'est ce que vient de dire Amélie. Ça dépend des sondages et ça dépend du nombre de députés et de sénateurs que vous avez déjà. Donc, et encore. Parce que la réalité, elle est aussi autre. Quand on voit le score qu'a eu le PS récemment et qu'on voit que monsieur... mais Glucksmann, il y a une carte Monsieur Glucksmann peut passer absolument partout sans que son temps soit compté. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses là-dessus qui sont structurées. Bon, même ce que fait le gouvernement est illégal. C'est-à-dire Emmanuel Macron qui fait des photos avec Valérie Ayé, qui fait des conférences. Mais ça, dans le compte de campagne. Parce que j'ai compris. Mais Gabriel Attal qui fait un débat avec Jordan Bardella, c'est moralement, rien ne peut rentrer dans le compte de campagne. Ça ne se fait pas dans un pays démocratique. Mais là, une petite précision, je vais peut-être le faire 2 fois. Allez-y. C'est que, en plus de ça, il faut à peu près 700 000 à 1 million d'euros minimum. Oui, pour avoir les professions de foi, et les bulletins de vote. Ça, c'est un scandale de plus. Sans faire de campagne. Eh bien, nous, c'est une liste citoyenne, donc c'est un financement citoyen. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui trouvent intéressant ce qu'on fait, ou simplement qui voudraient qu'il y ait un peu plus de démocratie, vous pouvez aller sur le site de Nous le Peuple et faire un don. De 2 € à 4 600, c'est le plafond. Nous le Peuple. Et c'est aussi pour ça qu'on a déposé plus vite, parce que quand vous déposez, et une semaine après, vous recevez le récépissé officiel, ce qui est le cas pour nous, c'est pas le cas pour tout le monde. Qui sont soi-disant candidats, mais ils n'ont toujours pas le récépissé officiel du ministre à l'Intérieur, eh bien, c'est défiscalisable. Alors, pour les dons de 2 à 5 €, c'est ridicule, mais si quelqu'un faisait un don de 100 €, s'il est imposable sur le revenu, il en récupère 66 € sur sa déclaration d'impôt de l'année suivante. Alors, et donc, on a besoin de votre soutien. À Nous le Peuple, on a mis votre logo. Pas, Nous le Peuple, allez sur le site. Nous le Peuple. Nous le Peuple. Nous-le-peuple. Alors, je vais vous poser une dernière question, et on va passer à la grande discussion avec toute la table. Quel député européen serez-vous en tant qu'élu quand vous serez parce que je pense que votre voix compte, et donc c'est important que vous soyez député européen. Donc quel type de député européen vous serez ? Je ne suis pas, pour le coup, un Asselineau ou un Mélenchon. Je pense que ce qu'on représente nécessitera des centaines de Français mobilisés à haut niveau. Donc c'est une équipe de France qui y va. Et de toute façon, pour cette élection européenne, au moins que ceux qui écoutent sachent les règles, ceux qui font 3% voient leurs frais de campagne remboursés ou partiellement remboursés. Et si on fait 5%, on a 6 élus. 6 ouais, parce que maintenant, avant c'était 5, mais là on a récupéré... D'accord. On va pas rentrer en détail, mais avant on avait 74 députés, maintenant on a 81 depuis le Brexit. Donc en fait c'est quasiment sûr à 6 élus, 3 hommes, 3 femmes. Et si on fait 4,95%, 0. Donc ce ne sera pas que moi. Si par hasard on y arrive, on sera au moins 6. Justement, les 6 élus, quel type de députés seront-ils voilà. Eh bien, parce que moi, je connais un peu aussi Strasbourg, comment ça fonctionne, et on ne peut pas dire que... déjà, on n'a pas mis des champions... les grands partis n'ont pas mis des champions à Strasbourg, et puis on ne peut pas dire qu'ils travaillent beaucoup. J'ai même pris, vous savez quoi, j'ai même pris le train avec un député LR, Madame Agnès Séverine, quand je suis parti, parce que je suis parti faire tourner une émission à Strasbourg. Et elle n'est partie qu'avec sa trousse de maquillage le matin, et elle est revenue à 13h. Elle est partie à 7h, elle est repartie à 13h sur Paris. Donc, quel type de député on fera du symbolique. C'est-à-dire, quand il y a des grandes messes avec le drapeau européen, on restera assis. 2, on fera de l'alerte citoyenne, comme par exemple pour ces résolutions, et on fera en sorte que les Français soient au courant, au minimum, puisque leur gouvernement n'est pas au courant de leur avenir. 3, on fera comme Nigel Farage.
celui qui est un des... Alors que, bon, il est très à droite, mais un des instigateurs du Brexit, il prenait chaque fois 2 fois 1 minute pour dire tout le bien qu'il pensait des institutions européennes. Bon, c'est aussi quelque chose qu'on fait. 4, si nous passons et que nos amis européens passent, et là je pense spécifiquement à Sarah Wagenknecht qui a quitté Die Linke, Stefano Fassine, qui est un ami, qui était ministre des Finances de Renzi et qui a créé Patria I Costituzione. Donc bon, même si on ne parle pas italien, on comprend que c'est un petit peu proche de ce qu'on fait nous. Ou Zoé Constantopoulou, qui est une très grande amie, qui était à Syriza à l'époque, qui a créé le parti Liberté, qui est maintenant élu à la Voulie, qu'elle a présidé. La Voulie, c'est le Parlement grec. En fait, pour ceux qui connaissent les arcanes de ce dont je parle, c'était le plan A, plan B à l'époque de Jean-Luc Mélenchon. Cette Europe, on la change ou on la quitte. Ça m'a permis de travailler pendant des années avec des gens et je pense que la force de rupture de l'Union européenne ne va pas venir de combats institutionnels et d'article 50 et tout ça. C'est de la flûte, ça va venir des peuples parce que, encore une fois, les peuples, à chaque fois, ont voté contre non dans les référendums et veulent une organisation européenne, dont on propose celle du général de Gaulle avec le traité de l'Élysée, mais ne veulent plus de cette Union européenne qui est une machine oligarchique qui écrase les peuples et, comme l'a dit Amélie, absolument pas démocratique. Donc nous, on proposera de faire un groupe avec ces gens-là et pas participer. Vous n'êtes pas tout seul. Non, pas participer à un des groupes existants. Et là, c'est un vrai projet. Comme Glucksmann, lui, a fait une commission pour mesurer les ingérences étrangères. Très bonne idée, sauf que les ingérences étrangères, il les voit qu'en Chine et en Russie. Bon, il y en a évidemment, mais il ne les voit pas aux États-Unis, ni le Qatar non plus. Alors les valises passaient pourtant sous son siège parce qu'elle allait à côté de sa copine, là. La grecque, là, il n'a pas vu. Donc ça, il n'y a pas d'ingérence. Bon. Surtout les États-Unis, jamais d'ingérence. Tout ça, voilà, c'est nos alliés, saint Washington. Nous, on fera une commission de la corruption. Et on fera une commission de corruption à l'intérieur de l'Union européenne, parce que s'il y a bien quelque chose qui est corrompu, c'est l'Union européenne et le fonctionnement de l'Union européenne avec 25 000 lobbyistes. La ville de Bruxelles est remplie de lobbyistes, dont tout un tas d'Américains. Il y a 900 lobbyistes allemands, les pauvres Français en ont 150. Enfin, imaginez comment sont défendus les intérêts français. Et puis on décortiquera un peu en détail et on dira tiens, mais et puis on fera des rapports aux Français. Mais dites donc, c'est bizarre cette entreprise américaine qui n'arrête pas de financer vos œuvres charitables dans votre région, ainsi de suite. Bien sûr. Merci à vous, cher Georges Kuzmanovic. On va passer au grand débat, à la grande discussion plutôt avec vous 4. Mais avant ça, les petites annonces. Envie de liberté ? Dépêchez-vous, car il vous reste moins de 5 ans. Vous ne me croyez pas ? Je préférerais aussi, mais... Dans 5 ans arrive l'euro numérique. Et avec lui, la liberté, l'épargne et la consommation ne seront plus jamais comme avant. C'est-à-dire que vous n'aurez plus rien, mais que vous serez heureux. Merci bien. Chez GP, on travaille tous dur pour informer le public de ces plans. Mais on travaille encore plus dur pour lutter contre ces plans. Et notre outil de lutte numéro 1, c'est notre magazine La Lettre Confidentielle. Dedans, on détaille nos analyses macroéconomiques et on expose nos solutions financières. Et pour beaucoup d'abonnés à cette revue, le changement dans leur vie a été sans équivoque. Alors envie de tourner la page ? C'est juste sous la vidéo.